Alors, nous avons en premier lieu Quentin Barral, qui va nous apporter un éclairage sur la géothermie de surface en France. Donc, Quentin est titulaire d'un doctorat en sciences des matériaux obtenu en 2011 à l'Université de Paris-Est. Il a ensuite travaillé dans l'industrie pétrolière avant de faire sa transition énergétique et confondé la société Géosophie en 2018. Il a rejoint Axanta en 2022 et y assure le rôle d'expert géosciences transversalement dans les différents services de l'entreprise. Il est depuis juin 2025 le vice-président de l'AFPG chargé des sujets de géothermie de surface. Merci Quentin. Bonjour à tous. Merci Léona. Bonjour à Nous tous. avons ensuite Mathieu Aniel qui va nous parler de géothermie de surface en Belgique. Mathieu est ingénieur hydrogéologue diplômé de l'ENSEGID et a commencé sa carrière en 2008 en bureau d'études avant de travailler comme expert, ingénieur R&D et modélisateur pour Bruxelles Environnement, qui est l'agence publique responsable de la gestion de l'environnement et de l'énergie en région de Bruxelles-Capitale. Il a notamment travaillé sur les thématiques des eaux souterraines, de la géothermie et des géosciences. Depuis 3 ans, il administre un bureau d'études d'ingénierie basé à Nivelles, en Belgique, et spécialisé en hydrogéologie et géothermie. Merci Mathieu pour ta présence. Merci, bonjour tout le monde. Euh, Ensuite, nous accueillons Jeanne Vidal pour nous parler de géothermie profonde en France. Jeanne est doctoresse en géologie et travaille depuis 15 ans sur le développement de la géothermie profonde en milieu fracturé. Elle a été impliquée dans plusieurs projets industriels en France et au Chili, tout en mettant son expertise au service des développements de R&D. 3. Elle porte fièrement les valeurs de Wing à travers son rôle d'ambassadrice France, avec l'ambition de rendre la communauté de la géothermie plus juste et plus inclusive. Merci Jeanne et bienvenue à toi. Merci Eleonore pour l'introduction. Bonjour à tous. Et enfin, nous accueillons Estelle Petitclerc qui va nous parler de géothermie profonde en Belgique. Estelle est géologue au service géologique de Belgique, un département de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique où elle travaille depuis 2005. Elle y coordonne actuellement les projets consacrés à la géothermie profonde et superficielle, tant à l'échelle régionale, nationale qu'européenne. Ces activités sont principalement portées sur l'évaluation des ressources, la cartographie du potentiel géothermique et l'exploration du sous-sol et la modélisation géoéconomique. Merci Estelle d'être parmi nous. Merci Eleonore et bonjour à tous. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation des Wing pour ce séminaire. Alors le format de ce séminaire, il est assez simple. On va avoir 40 minutes d'échanges structurés en 2 grandes parties. Un état des lieux dans chaque pays, géothermie de surface, géothermie profonde. Puis ensuite, on va également faire un peu le tour des cadres réglementaires et des soutiens publics donc dans chacun des pays en géothermie de surface et géothermie profonde. Donc, il n'y aura pas de support visuel. Chaque intervenant va prendre la parole à son tour et on aura 5 minutes de conclusion commune. Et ensuite, il y aura 10 à 15 minutes de questions-réponses avec vous, le public. Donc, je vous invite pour ça à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat. Et comme ça, à la fin des interventions, je relayerai vos questions que vous aurez pu poser. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde sur le déroulé. Donc, pour ouvrir cette première séquence qu'on va consacrer à l'état des lieux des filières de géothermie, je donne la parole en premier à Quentin Barral qui va nous parler de ce qui se passe en géothermie de surface en France. Quentin, c'est à toi. Merci Éléonore. Donc pour faire l'état des lieux, je vais commencer par le chiffre de production d'énergie renouvelable, d'extraction de chaleur du sous-sol en géothermie de surface en France en 2024. Dans l'étude de filière qui va paraître très bientôt, on annonce 4,8 TWh de chaleur extraite du sous-sol par des échangeurs géothermie de surface alimentant des pompes à chaleur et permettant de faire du chaud dans les bâtiments. On a toujours eu l'habitude de parler en énergie extraite du sous-sol. On commence aussi à parler d'énergie produite pour le bâtiment, donc en pratique du côté condenseur de la PAC, une fois qu'on va servir les besoins dans le bâtiment. Et là, on a estimé à 6,8 TWh. Pour mettre dans quelques ordres de grandeur pour
situer tout ça, les besoins de nos bâtiments résidentiels et tertiaires en chauffage, eau chaude sanitaire, ça doit être quelque chose entre 450 et 500 TWh par an. Donc, on représente la géothermie de surface, un peu moins de 2% de ces besoins des bâtiments produits par des packs géothermiques. Ces 4,8 TWh extraits, ils le sont faits par 210 000 installations. C'est les meilleures estimations qu'on puisse avoir. C'est toujours un peu délicat de faire cette estimation. On a plutôt regardé l'historique des ventes de pompes à chaleur plutôt que de regarder côté sous-sol. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième séquence sur la réglementation. Enfin, pourquoi et qu'est-ce qui amène à avoir avant des mauvaises données et maintenant plutôt des meilleures données avec le système déclaratif de la géothermie de minime importance, mais qui est actif que depuis 2015. Donc avant ça, c'est plus délicat de confronter vente de packs et installation réelle. Et donc depuis 2015, on a un système déclaratif qui permet de simplifier les procédures sur la géothermie de surface et qui permet du coup d'avoir des informations assez claires. Et donc on sait depuis 2015 qu'il y a 25 000 nouvelles installations en sonde, 7 000 nouvelles installations en nappe, parmi ces 210 000, celles qui sont déclarées selon la GMI. Et donc ce recensement est assez clair depuis 2015. Pour faire tous ces travaux, on a un certain nombre de foreurs. On a près de 80 entreprises de forage, 80 entreprises de forage, 78 précisément au dernier pointage là, tout à l'heure. Certaines qui font que de la nappe, d'autres qui font que de la sonde, d'autres qui font de la nappe et de la sonde. Enfin, il y en a 37 parmi elles qui sont habilitées pour faire des opérations sur nappe et 57 pour faire des opérations sur sonde. Pour rentrer un peu plus dans le détail, ces 210 000 installations, 4,8 TWh extraits, ça reste principalement drivé par du particulier, qui est vraiment le gros du marché, avec des énormes disparités régionales. La Bretagne, le Grand Est, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions qui tirent le plus. Et puis d'autres moins. On peut l'expliquer avec le socle et le massif central, massif armoricain qui rendent les opérations de forage plus faciles, probablement en Grand Est en Grand Est et dans les Alpes tirés par les exemples allemands et suisses qui sont très développés. Et donc ça qui tire le marché du particulier. Le logement collectif et le tertiaire est de plus en plus présent malgré tout. On observe justement avec toutes les déclarations de la GMI un changement de driver. Le particulier représentait 80% des installations en 2015. Il en représente aujourd'hui moins d'une quarantaine de pourcents des nouvelles installations. Donc on va vraiment vers des systèmes plus gros. Le tertiaire, là, on a raffiné les études parce on a été interviewé dans le cadre d'un article sur le journal des ENR assez récemment et on voit qu'en 4-5 ans, on est passé d'une grosse centaine de nouvelles installations en tertiaire par an à 300 l'année dernière. Donc c'est en train de changer d'échelle. Voilà, sur les horizons de la géothermie de surface en France. Merci Quentin pour tous ces chiffres très clairs et très précis. Oui, j'avais une anti-sèche et il fallait noter, hein. Mais ouais, je vais conclure là-dessus. Je reprends la parole, Éléonore. Tout ça, ça vient pas de nulle part. Ça vient des études de filière de la FPG. J'ai essayé de le digérer, et de ressortir les chiffres les plus importants, mais on travaille à la FPG pour analyser le marché et le montrer. Donc, tous ceux qui voudront revenir en détail sur les chiffres pourront lire l'étude de filière à FPG. Merci pour ces précisions, Quentin. Et je vais donner maintenant la parole à Mathieu Agnel,
donc pour nous parler du tour d'horizon de la géothermie de surface en Belgique. Mathieu, c'est à toi. Oui. Moi, j'ai pas d'anti-sèche malheureusement, donc j'ai pas tous ces chiffres très détaillés. Je pense qu'un élément qui est important ici à préciser, si on veut mieux comprendre le fonctionnement du marché de la géothermie en Belgique, c'est déjà de comprendre un peu le fonctionnement de la Belgique. On est quand même sur un pays qui est très décentralisé. On a plusieurs niveaux de pouvoir, on a trois. On a le niveau fédéral tout en haut, on a les trois régions, Wallonie, Bruxelles au centre et Flandre au nord. Et on a aussi les communautés francophones, flamandes et germanophones. Et c'est essentiellement le niveau de pouvoir régional finalement qui structure fortement, non pas le marché de la géothermie, mais les marchés de la géothermie. Donc ils vont essentiellement se structurer au niveau de ces trois régions, où on va avoir des grandes disparités. On va en parler peut-être plus en précision après, mais tout ce qui concerne évidemment la réglementation dans un premier temps, le contexte réglementaire est extrêmement différent, même s'il y a une base. On parle souvent de permis d'environnement dans les trois régions. Les contraintes réglementaires, les niveaux de contraintes et les procédures sont assez différentes. Et pour caricaturer, on a une Wallonie au sud qui a tendance à être un peu plus conservative sur les sujets de protection des eaux souterraines, et deux autres régions qui sont peut-être un peu plus pragmatiques sur ces sujets-là. Voilà, lié à l'histoire, il y a pas mal de choses, la culture aussi. Les aides financières sont aussi déployées au niveau des régions. Et là, en fonction des gouvernements régionaux et de leur couleur politique, leur appétence par rapport au fait d'aider financièrement ou pas des filières de décarbonation, etc., on va avoir aussi de grandes disparités. On a eu nos élections régionales il y a pas longtemps, il y a eu des gros changements, des virements de bord politiques. Donc ça joue beaucoup. Euh, voilà, tout ce qui est l'accès aux données, aux géodata, données du sous-sol, aux outils d'exploration, de diffusion des données du sol sont aussi largement déployés au niveau régionaux. Donc là, en fonction des budgets, des ressources humaines et de la complexité du sous-sol, on a des choses assez différentes dans ces trois régions-là. Également les coûts de forage, pour prendre que cet exemple-là. On voit également qu'on a des filières de forage qui se déploient, notamment, encore une fois, j'ai caricaturé côté flamand et côté Wallonie, avec des coûts très différents, plus spécifiquement vis-à-vis des sondes géothermiques, avec une Flandre qui a un marché assez compétitif et où on a des coûts de forage très bas, qu'on observe aussi à Bruxelles et qu'on observe moins en Wallonie. Donc là, ça va faire évidemment des changements forts. Si on veut déployer un projet côté wallon, côté flamand, vis-à-vis de l'opportunité financière de ce projet-là. Voilà. Et au-dessus de ça, on a le niveau fédéral qui est quand même très important. On en parlera peut-être après. Tout ce qui concerne le coût de l'électricité, le coût de gaz vient notamment des politiques énergétiques. Et donc en Belgique, on a un rapport entre le coût de l'électricité et le coût de gaz qui est assez élevé. On est plus ou moins aux alentours de 4, sauf erreur de ma part. Là où en France, je pense qu'on est plutôt aux alentours de 2. Donc ça, c'est un élément qui est quand même très structurant et qui fait que malheureusement, on a une moins bonne rentabilité sur les projets de pompe à chaleur et géothermique côté belge que ce qu'on pourrait avoir en France, étant donné que pour pouvoir avoir une rentabilité, il faut avoir un rendement thermique qui dépasse ce seuil, en l'occurrence en Belgique de 4. Donc, heureusement, on l'obtient avec de la géothermie, que ce soit en production de chaleur et encore plus en production de froid si on fait du geocooling. Mais ça peut être un élément extrêmement structurant et voire freinant. Euh, voilà, pour faire un petit état des lieux rapide. Merci Mathieu. On aura noté effectivement finalement des contextes très différents entre la Wallonie et la Flandre et Bruxelles, un peu entre deux. Je vais maintenant passer la main à Jeanne pour nous parler de géothermie profonde en France. Merci Eleonore. Alors, moi, comme Quentin, je vais démarrer par un chiffre, la production totale annuelle pour la partie chaleur de la géothermie profonde, c'est 2,26 terawatts en 2023. Donc, il faudra voir sur le chiffre actualisé pour 2024. C'est réparti sur 73 installations. Et ce que je trouve intéressant à noter, c'est qu'il y a 20 ans, c'était moins de 1 terawatt. Donc, il y a quand même une certaine marge de progression. Cette chaleur, elle est produite principalement de réservoirs sédimentaires poreux. Le plus connu, c'est
c'est le bassin parisien avec l'aquifère du Dogger où il y a la majorité des installations. C'est des installations, enfin c'est une extraction qui est faite à partir d'un puits producteur où l'eau chaude est pompée. Et puis il y a un puits de réinjection avec un déchargeur de chaleur en surface. Parfois il y a un couplage avec des pompes à chaleur pour pallier à des températures trop faibles ou plus faibles. Mais c'est non négligeable parce qu'en fait, il y a 1 million de personnes qui bénéficient de cette énergie géothermale en Île-de-France. Donc c'est une contribution très importante qui est parfois, ces personnes-là ne savent même pas qu'elles bénéficient de cette énergie géothermique. Il y a également un autre bassin qui est exploité, c'est le bassin aquitain, mais avec des projets qui sont plus anciens, qui datent des années 80. Et puis là, c'était les réservoirs sédimentaires poreux, mais il y a également des réservoirs sédimentaires qui sont fracturés ou des réservoirs cristallins fracturés. Il y a un projet emblématique qui est celui de la centrale de Rittershofen, qui est dans le bassin rhénan et qui est en opération depuis 2016 pour produire 25 MW thermiques. Donc c'est pour une application industrielle, c'est pas pour des particuliers. Il y a également un projet dans l'Hérault. Et tous ces projets qui sont en cours de développement et dont on parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, ils ont quand même un objectif fort d'atteindre plus de 5 TW pour 2028. Donc c'est quand même qu'il y a un fort potentiel qui reste à développer. Et la géothermie profonde, ça permet d'extraire cette chaleur, mais ça permet également de produire de l'électricité. Donc cette fois-ci, c'est plutôt dans des contextes qui sont volcaniques, dans les DROM ou des contextes de rift, pardon. Il y a 2 centrales principales qui sont en production aujourd'hui pour un total de 117 gigawatts. Donc en contexte volcanique, c'est la centrale de Bouillante en Guadeloupe, donc où on atteint des profondeurs, des températures très élevées, de 200 degrés à quelques centaines de mètres. Et donc celle-ci, elle est en production, mais il y a également plusieurs permis d'exploration qui sont en cours, que ce soit à La Réunion, toujours en Guadeloupe ou bien en Martinique, donc qui montrent aussi en fait cet intérêt pour ces zones-là où l'électricité serait un apport non négligeable. Et dans les contextes de rift, j'ai parlé de la centrale de Rittershofen, mais il y a également un projet emblématique qui a été le projet de Soufforêt, qui était un projet leader dans le développement de ce concept. Donc là, la ressource, elle est à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Donc ce projet, il a été un laboratoire pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, il y a une capacité installée de 1,7 MW électrique. Il est en production depuis 2016. Donc voilà, le bassin rhénan, aujourd'hui, suscite un grand intérêt parce qu'il y a une possibilité d'extraire du lithium géothermal. Donc la présence de ce lithium, elle était connue depuis les prémices du projet de Soufforêt. Mais il y a un projet de recherche, je lis, en 2020, qui a montré la préfaisabilité d'extraire ce lithium. Et ça a relancé cette perspective d'exploration dans la zone. Dans une zone qui était plutôt dans un creux de la vague pour des raisons économiques, de rentabilité des projets, mais aussi pour des raisons d'acceptabilité suite à des événements sismiques. Le lithium, c'est un business model qui paraît un peu plus séduisant. Il y a 5 permis déposés en cours pour l'exploration, mais aujourd'hui, l'échelle industrielle, elle n'est pas atteinte. Et puis surtout, comme je viens de le dire, c'est quand même des milieux fracturés dont la microsismicité et la sismicité induite sont intrinsèques au projet et qui donc soulèvent des questions par rapport à l'exploitation sur le long terme de cette ressource. Et pour pallier à ça, il y a eu un guide des bonnes pratiques qui a été de maîtrise de la sismicité induite, qui a été publié par le BRGM, donc le Service géologique français, et l'INERIS, l'Institut national de gestion des risques, qui est à l'intention des opérateurs, mais aussi des autorités, pour donner tout un certain nombre de clés et de cadres pour encadrer ces projets. Voilà, on en reparlera peut-être plus dans les dispositifs en seconde partie. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce tour d'horizon de un peu tout ce qui se fait en France en géothermie profonde. Je vais maintenant passer la parole à Estelle pour nous parler de géothermie profonde en Belgique cette fois-ci. Oui, merci Eleanor. Oui, beau résumé de Jeanne rapide sur tout ce qui se fait en France. En Belgique, on a la chance d'avoir une grande diversité géologique avec toute une série d'horizons intéressants pour la géothermie. Néanmoins, on a un réservoir principal qui est considéré comme étant intéressant pour la géothermie, qui sont les calcaires du Carbonifère inférieur
du Digne ancien. Donc, on a actuellement 5 sites en exploitation dans ces calcaires. Donc, ces calcaires sont présents à la fois sur le sillon Sambre-Meuse en Wallonie et aussi dans le bassin de la Campine. Et c'est un réservoir qui se prolonge vers la France, vers les Hauts-de-France. Donc, on a en commun avec vous. A priori, on a d'autres réservoirs qui commencent à susciter de l'intérêt aussi, comme le massif de Brabant ou d'autres types de calcaires dans le Dévonien moyen. Mais actuellement, c'est principalement le sujet, c'est les calcaires du Digne ancien. Donc, dans ces 5 projets qu'on a, on en a 3 sites en Wallonie et 2 sites en Campine, en Flandre. Donc, en Wallonie, c'est le bassin de Mons qui est exploité depuis les années 80. Donc, ce sont d'anciens forages d'exploration du service géologique qui ont été transformés en site de géothermie. Donc, on a les puits de Douvrin, Saint-Guélin et Glin qui ont respectivement 4, 6 et 7 MW thermiques installés. Et en 2024, ces installations ont produit au total à peu près 17,5 gigawatts thermiques, donc rien à voir avec les terawatts français. Mais voilà, on a une production évidemment de chaleur. On parle que de chaleur ici, on n'a pas de projet d'électricité en Belgique. Et donc, ils alimentent des réseaux de chaleur avec une série de logements, d'hôpitaux, et la chaleur est utilisée en cascade côté Montois. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que la chose positive, c'est que ce retour d'expérience d'exploitation sur plus de 35 ans montre que clairement, dans cette région, on a une stabilité thermique du réservoir et que ça démontre vraiment la faisabilité de ces réseaux de chaleur. Côté Wallon, on a des objectifs très ambitieux qui ont été déterminés, là, le plan énergie-climat en 2030, qui était à l'origine d'alimenter, enfin d'avoir des objectifs en géothermie profonde de plus de 250 MW thermiques donc en 2030. Donc, on est loin de les atteindre parce qu'on n'a pas d'autres projets qui ont germé depuis les dernières années côté Wallon. Donc, la Wallonie a pour objectif, au niveau perspective, de lancer une série d'explorations pour continuer à explorer ces réservoirs à des profondeurs de 1,5 à 4 km. Sinon, il y a des projets de géothermie minière aussi. Alors, on est un peu borderline côté géothermie profonde, mais il y a aussi des projets qui sont en cours et qui sont en attente de décision côté Wallon. Côté flamand, donc plus au nord, là, c'est la région qui est actuellement la plus avancée. On a 2 sites profonds qui ont été en exploitation depuis 2015, donc pour Balmat, le projet de Balmat qui est assez connu, qui a permis, donc qui a atteint des températures de 125 degrés avec un réservoir qui est situé à 3,2-3,6 km. Seulement, ce projet a eu effectivement de la sismicité induite lors des phases de test en 2019, avec aussi un autre événement en 2022. Donc, depuis ces événements, en fait, le projet est en circulation limitée, en production limitée. Et puis, depuis 2020, il y a de nombreux efforts de faits et d'études qui ont été lancés pour le monitoring et la mise en place pour affiner un peu la localisation et l'analyse de ces événements sismiques. Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun aussi avec l'exploitation des sites dans le Graben du Rhin de ce côté-là. Et puis, en 2023, a vu le jour le premier projet commercial industriel belge, donc qui est Johnson Pharmaceutica, qui lui exploite les calcaires du Digne ancien toujours, donc cette fois-ci avec des horizons un peu plus superficiels, enfin à 1,7 km, 1,8 km de profondeur, avec des températures plutôt de l'ordre de 80 degrés. Et donc ça permet actuellement d'exploiter cette chaleur pour des besoins industriels. Donc c'est vraiment le premier projet pilote industriel belge. Voilà, donc voilà où on en est en Belgique, donc dans une moindre mesure, mais aussi avec des disparités régionales, comme l'expliquait Mathieu tout à l'heure, avec toute une série de nouvelles explorations aussi qui arrivent pour essayer de développer cette technologie. Voilà. Merci Estelle. Aussi des jolis projets en Belgique, même si voilà, moins de capacités installées, mais quand même des jolies réalisations. Alors, on va continuer avec toi, Estelle, pour entamer notre deuxième séquence consacrée au cadre réglementaire et aux dispositifs de soutien. Donc, je te redonne la parole. Absolument, je continue. Donc j'ai quitté avec la Flandre, je continue avec la Flandre. Donc de nouveau, comme l'a expliqué Mathieu, on a des réglementations complètement différentes en fonction des régions. Et la Flandre a été la première à se doter d'un cadre légal qui, en fait, en 2009, je crois,
donc avec un nouveau décret sur le sous-sol profond qui a permis de réglementer la géothermie profonde, donc avec des permis d'exploration de 5 ans, des permis d'exploitation délivrés si le projet est concluant, et le tout avec des droits exclusifs, avec un volume en 3D au niveau du sous-sol qui est défini lors des phases de permis. À cela s'ajoute évidemment des permis environnementaux pour forer, construire, exploiter l'exploitation, évidemment. Donc le cadre réglementaire est présent côté flamand, et ce qui a permis donc le développement de ces 2 projets, parce que sans cadre législatif, évidemment, c'est impossible. Concernant les mesures incitatives, la Flandre est aussi la seule région belge à proposer une assurance de risque géologique, donc ce qu'on appelle le Risk Coverage System, que vous connaissez bien aussi côté français, qui est opérationnel depuis 2018. Seulement, cette assurance couvre principalement les coûts de forage si il ne rencontre pas les attentes du réservoir. Mais ça ne couvre en aucun cas les difficultés d'exploitation par la suite sur le long terme. Il existe d'autres types d'incitants avec des subventions à l'investissement pour les technologies vertes, des subventions à l'investissement tout court ou des appels à projets pour la chaleur renouvelable. Donc, ce sont un peu les façons de financer ce genre de projet, ou des financements directs parfois des gouvernements flamands sur certains appels à projets pilotes. Concernant la Wallonie, la Wallonie vient de se doter très récemment, en mars 2024, d'un cadre légal tout neuf, structurant, concernant la géothermie profonde, mais pas uniquement. C'est un code de gestion de toutes les ressources du sous-sol. Donc ça met à plat, y compris tout ce qui est exploitation minière. Donc tout ça a permis pas mal d'ajustements, et de même on a donc un permis d'exploration qui cette fois-ci est valable sur 10 ans, et des permis d'exploitation qui suivent ces permis d'exploration. Il y a aussi toute une série de mesures qui ont été mises en place avec un conseil du sous-sol, avec toute une série d'actions pour essayer de structurer un peu les démarches transparentes au niveau de ces permis, avec un conseil du sous-sol, des plans stratégiques d'action de gestion du sous-sol, etc. Globalement aussi, ce décret clairement interdit les techniques à risque, ce qui considère donc la fracturation hydraulique, mais la géothermie profonde avec réinjection est autorisée, bien entendu. Concernant les mesures incitatives wallonnes, donc il n'y a pas encore de fonds de garantie de risque géologique en Wallonie. Néanmoins, il y a eu des appels à projets publics qui ont été lancés avec des budgets importants, par exemple pour la géothermie minière. Il y a des subventions à la préparation de projets qui sont possibles via les plans de relance de Wallonie ou des fonds européens, tels que les Interreg ou les FEDER. Il y a aussi des plans à l'innovation et à la recherche qui permettent éventuellement de financer des projets. Voilà, donc la Wallonie est clairement en phase de structuration par rapport à la Flandre. Voilà, il y a un vrai cadre légal maintenant, mais voilà, les mécanismes de prise de risque voilà, sont pas encore, enfin tout ce qui est le niveau de garantie est encore à faire. Voilà. Voilà pour le côté réglementaire côté belge. Merci Estelle. C'était très clair. On voit bien effectivement les niveaux d'avancée différents entre ces deux grandes parties de la Belgique. Je me tourne vers Jeanne maintenant pour nous parler également de ce cadre réglementaire et des incitatifs publics pour la géothermie profonde en France. Oui, donc pour rebondir sur ce dont j'avais fini, sur le guide des bonnes pratiques de maîtrise de la sismicité induite, en fait, l'idée de tous les dispositifs aujourd'hui à l'échelle nationale, ils s'inscrivent vraiment dans cette idée d'améliorer la connaissance des réservoirs souterrains, aussi parce que l'objectif que j'ai cité pour le programme pluriannuel de l'énergie est quand même ambitieux. Donc l'idée, c'est de connaître vraiment ce potentiel et de l'identifier pour développer en fait ces aquifères profonds qui seraient aujourd'hui sous-exploités. Et il y a aussi, dans un deuxième temps, d'améliorer la sécurité financière des projets de géothermie.
puisque il y a quand même tout un tas de risques, Estelle en a cité certains, qui sont liés au développement de ces projets, alors que ce soit dans des contextes connus ou moins connus. Concernant l'exploration, il y a, on a ressenti vraiment un boom de la sismique 3D ces dernières années. Depuis 2018, il y a plus de 500 km² qui ont été acquis, particulièrement dans le bassin rhénan, par des opérateurs eux-mêmes sur leur permis. Mais plus récemment, il y a également eu des projets comme le projet Géoscan qui a été porté par l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement, la DGEC qui est la Direction générale de l'énergie et du climat, et le BRGM, pour identifier en fait à partir des acquisitions sismiques des zones favorables. Donc que ce soit en Île-de-France, mais également dans la région de Marseille, dans le sud-est. Donc, favoriser une meilleure connaissance du sous-sol, c'est une chose. Après, il y a un deuxième axe, c'est aussi de favoriser le partage des données entre les opérateurs, qui ça, il y a un point qui est beaucoup discuté. Et puis, pour le deuxième point que j'ai cité, pour améliorer la sécurité financière, il y a le fonds chaleur qui est porté donc par l'ADEME, qui finance 30 à 60% des investissements dans les énergies renouvelables. Mais là, ça va de l'étude de préfaisabilité à la récupération de la chaleur fatale, les réseaux de chaleur chaud-froid associés, la création de centrales, le forage, les ajouts de pompes. Donc, c'est vraiment assez varié en termes de soutien financier. Et il y a également le fonds de garantie Saint-Environnement qui a été mis en place dans les années 80, qui a été déterminant dans le développement de la géothermie. Il est financé également par l'ADEME et puis par la contribution des développeurs de projets. En fait, il y a deux options. Une option à court terme qui couvre donc les risques en cas d'absence ou d'insuffisance de ressources après le forage. Et il y a une deuxième option, pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Estelle, qui est une option plus long terme, qui donc là existe, qui couvre les risques géologiques, la perte de productivité pendant la phase d'exploitation, qui serait liée donc à des raisons géologiques. Et voilà, donc il y a également un régime d'aide qui a été approuvé par la Commission européenne, qui est géré par l'ADEME et qui vise également à soutenir toutes ces opérations dans des zones encore inexplorées. Merci Jeanne pour voilà, ce regard complémentaire à la Belgique sur qu'est-ce qui se passe en France sur voilà, ce soutien à la géothermie profonde. Maintenant, on va revenir sur la géothermie de surface. Cette fois-ci, côté belge. Je redonne la parole à Mathieu voilà, pour ce panorama réglementaire et soutien. Alors, je vais un tout petit peu me répéter par rapport à tout à l'heure. Comme on le précisait, on a bien 3 régions, 3 écosystèmes en Belgique, 3 filières et donc 3 réglementations. Pour prendre quelques exemples, donc dans les 3 régions, c'est très dynamique déjà. Ça, c'est un point peut-être important à préciser de manière introductive. On fait face à des réglementations qui bougent pas mal, plus particulièrement, je dirais, côté Wallonie. Et peut-être aussi côté Bruxelles. Pour prendre quelques exemples dans les 3 régions, donc en Flandre, on est dans un environnement où on a des outils réglementaires assez évolués. Il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte et qui vont spécifier in fine la classe de permis d'environnement, plus ou moins contraignante. Voilà, donc on a un outil numérique, une cartographie, on clique et on sait directement en fonction de critères de profondeur notamment et de type de conception de géothermie. Est-ce que par exemple, si je prends l'exemple d'une géothermie ouverte sur nappe avec réinjection ou sans réinjection, directement dans quelle classe de permis on est. Le débit aussi évidemment rentre en ligne de compte. Et la procédure qu'on doit suivre. Donc, tout ça est très, très carré avec des outils assez faciles à manier. Côté Wallonie, on est dans une dynamique assez forte dans le sens que, notamment si je prends l'exemple de la géothermie ouverte, le cadre réglementaire était extrêmement bloquant, notamment avec une crainte côté wallon vis-à-vis de la réinjection. Voilà, les Wallons avaient peur de cet élément-là, et qui donc du coup classaient le permis en classe 1, qui est donc la classe la plus élevée, qui nécessitait, si je prends l'exemple de la France, c'est un peu comme si on tombait sur le code minier, dès lors qu'on fait la réinjection, alors que précisément en France, c'est l'inverse qui se passe. Là, j'ai mis
oblige la réinjection pour passer en déclaratif en GMI. Donc en Wallonie, c'était à peu près l'inverse qui se produisait. Voilà, on est dans un territoire qui a un rapport à l'eau souterraine particulier c'est un peu l'or bleu, l'eau souterraine en Wallonie, qui produit beaucoup d'eau potable, qui alimente Bruxelles en eau potable en grande partie, qui aussi alimente une partie de la Flandre. Donc on peut comprendre qu'il y a certains conservatismes vis-à-vis de ça. Et là, récemment, on est passé en classe 2, donc on a la possibilité de faire de la réinjection en classe 2, qui change vraiment la donne et qui permet à une filière de géothermie ouverte de se développer en Wallonie, alors qu'elle était vraiment extrêmement sclérosée il y a encore quelques années. Il y a encore certains éléments de conservatisme, comme par exemple les zones de prévention. En Wallonie, toute prise d'eau souterraine doit nécessairement avoir une zone de prévention, un rayon de 10 mètres tout autour de l'ouvrage, et même les ouvrages de géothermie. Périmètre dans lequel on ne peut pas faire on ne peut pas avoir d'autres usages que celui de la géothermie, ce qui est assez compliqué, notamment en milieu urbain, où on n'a pas beaucoup de foncier, on n'a pas beaucoup de place, et donc venir pouvoir respecter une zone de 10 mètres de rayon autour de chaque ouvrage, où on ne peut pas avoir d'autres usages que la géothermie, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas facile du tout, et ça mène à des contraintes fortes en termes de dimensionnement, en termes de potentiel qu'on peut déployer sur un site, pour pouvoir forcément respecter ce critère-là, qui n'existe pas dans les deux autres régions, hein, typiquement. Et côté Bruxelles, alors Bruxelles, c'est un petit territoire avec un sous-sol bien caractérisé. Et là, on n'a pas de critères de profondeur. Donc, on n'a pas de géothermie profonde à Bruxelles. En fait, on arrive assez rapidement dans le socle cambrien, après quelques dizaines, voire centaines de mètres de profondeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un élément spécifique de la région bruxelloise. Et on a à Bruxelles une obligation de réinjecter l'eau souterraine qu'on pompe. Donc, on ne peut pas faire de conception de système ouvert sans réinjection. Voilà, donc ça c'est un peu pour donner des spécificités sur les régions. Et comme je le disais, tout ça est en train de bouger. Donc la veille réglementaire à côté belge, elle est assez dense. Il y a c'est un peu comme si on avait 3 pays dans un en fait, donc on doit vraiment se tenir informé de ce qui se passe dans les 3 régions. Il n'y a pas forcément d'harmonisation, comme vous avez pu le constater ici. Des cultures, l'approche de gestion du sol qui sont très très différents, qui sont liés à l'histoire de chaque région, qui sont assez récentes au final. Donc voilà. Et concernant les aides financières, je ne vais pas en parler longtemps. Là aussi, elles sont fortement dépendantes des ambitions de chaque région. Sauf erreur de ma part, mais Estelle pourra me corriger, il existe peu de systèmes d'aide financière qui est dédié spécifiquement à la géothermie, contrairement à la France, avec par exemple le fonds chaleur qui est très clair, avec une méthodologie très claire pour calculer la subvention qui est liée au kilowattheure d'énergie renouvelable qu'on va tirer dans le sous-sol. En Belgique, c'est un peu plus complexe. Donc voilà, je ne pourrais pas ici donner beaucoup de détails sur ces sujets-là, simplement de comprendre qu'il y a de fortes disparités entre les régions de ce point de vue-là, encore une fois. Pour rebondir sur ce que tu disais, Mathieu, en termes de mesures d'aide, la géothermie n'est pas directement financée, si ce n'est que les pompes à chaleur sont subventionnées. Donc, c'est uniquement les pompes à chaleur qui sont subventionnées, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques. Donc, c'est la seule aide, sinon tout le reste n'a pas d'incitant proprement parlé, quoi. Merci, merci Mathieu et merci Estelle pour le petit ajout, la petite précision. Je vais maintenant passer la parole à Quentin pour nous parler justement de où est-ce qu'on en est en France sur ces sujets-là. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Estelle, sur les pompes à chaleur en Belgique, parce qu'en fait, on a pour le particulier, et on va faire les demandes particuliers et collectifs résidentiels, tertiaires, qui sont très différents. Et chez le particulier, il y a une aide d'État qui s'appelle MaPrimeRénov' et qui aide les ménages en fonction de leurs revenus et qui ne fait pas de différence entre la pompe à chaleur géothermique et aérothermique. Et donc le surcoût de la géo, il doit être pris par le ménage et ce qui fait que on sent que c'est pas ça décolle pas encore suffisamment comme ça pourrait entre autres pour ça. À côté de MaPrimeRénov', il y a les C2E, enfin, ce qu'on appelle chez nous les C2E, le certificat d'économie d'énergie, mais il me semble que ça rentre dans un cadre européen et que du coup il doit y avoir peut-être le même genre de système en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne.
Et donc, il y a des fiches standardisées qui permettent de calculer très facilement. Mais alors ça, on ne parle pas en énergie ni en ENR, mais la fiche permet d'attribuer sur un marché, le marché des C2E, un certain volume qui dépend de la surface. Et donc, c'est assez simple et standard. Pour le coup, ça, c'est facile. Mais ça ne permet pas encore des taux de couverture suffisants pour faire le déblocage. Et c'est côté gros bâtiment, où là, c'est le fonds chaleur de l'ADEME qui est très présent. Gros bâtiment relativement gros, moyen, en fait, c'est assez bas, c'est à partir de 25 mégawattheures annuels, mégawattheures ENR annuels qu'on peut en bénéficier. Et là, comme le disait Mathieu, effectivement, il y a des conditions assez. Enfin, elles sont riches, pas forcément très simples, mais le calcul est clair. On estime les mégawattheures, toute l'énergie qu'on va sortir du sous-sol, c'est bien celle-là qui nous intéresse, la partie ENR, et elle est valorisée à un certain niveau, un forfait. Et donc ça se calcule et ça s'anticipe assez facilement. La difficulté ces temps-ci, c'est le soutien politique à l'ADEME en France. C'est un peu le bazar chez nous au niveau politique depuis 1 an et demi, avec la dissolution et des gouvernements qui ne sont pas forcément maintenus, et globalement le soutien aux énergies renouvelables qui est un peu délicat. Le Fonds Chaleur a eu un budget qui a augmenté sans arrêt de 2000 à 2023, enfin 2020 à 2023, 2018 à 2023, il est passé de 100-200 millions d'euros à 800 millions d'euros en 2023, et depuis il est bloqué à 800 millions d'euros, alors que l'ADEME a dans son pipe de quoi couvrir plus de 1,5 milliard de subventions à attribuer. Donc avec des maîtres d'ouvrage qui attendent le feu vert pour passer aux énergies renouvelables. Et la géothermie de surface, dans ce fonds chaleur à 800 millions d'euros, elle arrive à tirer entre 25 et 30 millions d'euros. Donc c'est encore petit, mais c'est plus gros que la part de la géo globalement dans le monde du bâtiment dont je commençais tout à l'heure à parler. Voilà pour les subventions à l'investissement. En géothermie de surface, on a aussi le sujet de dérisquage sur la nappe avec une assurance qui s'appelle Aquapac. Et pareil, avec les deux niveaux, la recherche et la pérennité. La recherche avant une opération, est-ce qu'il y a un risque sur le débit qu'on va pouvoir extraire du sous-sol? Et puis la pérennité dans les 10 années qui suivent la mise en route, si ce débit diminue, il y a un certain niveau de couverture. Et le cadre réglementaire, eh bien, on a un cadre assez facilitateur pour certaines installations de géothermie de surface, qui s'appelle la GMI, la géothermie de minime importance, et qui permet d'être dans un cadre déclaratif. Donc on ne dépose plus une demande auprès de l'État, on n'attend plus son retour sur une instruction de dossier, mais on déclare des travaux. Et pour ça, on va mettre 3 familles de critères. Un des critères physiques, c'est seulement pour les installations qui vont jusqu'à 200 mètres de profondeur, qui vont jusqu'à 500 kW d'échange thermique dans le sous-sol, et ça c'est en train de changer pour la sonde. On a fait un gros travail d'explication pour pouvoir faire bouger ça. Ça a eu un écho sur la sonde. L'État est rassuré et devrait aller jusqu'aux 2 mégas très prochainement. Sur la nappe, il y a toujours des stress, et comme tu me disais, Mathieu, plutôt celui sur la sécheresse et la ressource. Enfin, en tout cas, l'eau est une ressource et elle doit être protégée. Et donc l'État ne se sent pas encore de débloquer le plafond de la GMI pour la sonde. Voilà, des critères physiques. Et effectivement, la réinjection, elle, c'est pour le coup une obligation de réinjecter, justement pour pas toucher à la ressource, mais peut-être que côté Vallon, c'était pris comme étant un risque de réinjecter une eau qui pourrait être polluée par les installations en surface, et du coup baisser la qualité de l'eau dans le sous-sol. Les critères géologiques, on a les cartes VMI, 3 couleurs, vert, orange, rouge. Vert, ça peut être déclaratif. Rouge, ça va forcément être rebasculé dans du code minier. C'est pas une interdiction, c'est juste qu'on ne peut pas être dans le cadre déclaratif. Et orange, entre les deux, il y a un expert, un tiers expert qui vient regarder le projet. Et puis le troisième type de critère, c'est le foreur. Enfin, si l'État s'est désengagé de sa responsabilité d'instruire les dossiers, c'est qu'il s'est assuré auprès des foreurs qui savent le faire correctement. Et donc il y a une certification, certiforage,
Et donc, c'est les 78-80 entreprises dont je parlais tout à l'heure pour dire que ces entreprises-là qui peuvent forer dans ce cadre-là de la GMI, et donc de manière déclarative. Voilà, sur les réglementations et aides incitatives côté français en surface. Merci Quentin pour ces explications claires sur ces sujets. Je vois qu'il est déjà 13h50, donc on va peut-être faire chacun juste un mot extrêmement rapide de conclusion et ensuite on va passer à la phase de questions. Quentin, vas-y, ton petit mot de conclusion. Je vais espérer qu'on ait toujours le soutien politique, on en a besoin, et que la géothermie se développe. On est sur une bonne pente, et en tout cas, l'État a confiance en nous pour permettre la transition. Donc, avançons comme ça. Merci. Mathieu? Petite conclusion optimiste en demi-teinte, je dirais que on entend de plus en plus parler de la géothermie. C'est un mot qui sort de la bouche fréquemment quand on va dans les colloques qui traitent des sujets d'énergie thermique, du réseau de chaleur, etc. On a de plus en plus de bureaux d'études HVAC qui implémentent ou qui réfléchissent à l'implémenter dans leurs projets, dans des études de préfaisabilité. On a de plus en plus de porteurs de projets qui challengent du coup leur bureau d'études sur ces questions-là. Donc ça, c'est un élément très positif. La demi-teinte, c'est plus au niveau des coûts. Je parlais tout à l'heure du coût de l'énergie, l'électricité en Belgique qui est assez élevé. Le gaz n'est pas finalement si élevé que ça. Et ça, c'est quand même un élément qui est à prendre en compte, qui structurellement pour aider tout le déploiement des filières de pompes à chaleur électrogènes et donc la géothermie comprise. Merci Mathieu. Estelle, un mot rapide? Un mot rapide, mais je constate aussi des progrès importants les dernières années en Belgique. On voit que ce soit géothermie profonde ou plus superficielle, ou géothermie minière, on voit que les projets commencent à émerger, l'exploration commence à prendre une bonne tournure. Les premiers projets sont sortis de terre en Flandre. Voilà, maintenant, il y a encore beaucoup d'actions à mener et on a besoin, comme je dirais, je rejoins Quentin là-dessus, voilà, les politiques ont un rôle déterminant à jouer sur la constance des mesures et des trajectoires à suivre pour que ça se développe. Voilà, les politiques de stop and go, ça fonctionne pas très bien. Voilà. Merci Estelle. Et Jeanne, le dernier mot de conclusion? Oui, je vais essayer de faire vite. Non, on parle beaucoup de décarboner les réseaux de chaleur. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi les activités agricoles, industrielles, hein, qui ont des besoins importants. Et la géothermie est la candidate parfaite, c'est la géothermie profonde. Comme comparatif, la centrale de Rittershofen, je crois que c'est un peu plus de 45 000 tonnes de CO2 par an qui sont évitées par rapport à l'ancienne solution qui était la chaudière à gaz. Donc c'est non négligeable. En revanche, elle connaît quand même dans certains contextes des obstacles qui sont structurels à son développement. Et pour ça, je pense que c'est important d'avancer ensemble entre opérateurs déjà, avec un partage de données, mais il y a aussi différents clusters de la FPG ou des dispositifs de la FPG qui permettent en fait d'être des zones de réflexion et d'échange, mais aussi d'avancer ensemble avec les autorités. Donc, Quentin a évoqué le soutien politique, mais il y a aussi toutes les administrations qui reviewent en fait les projets et qui font avancer les projets, donc que ce soit via des permis d'exploration, via des arrêtés préfectoraux ou ministériaux, pour que les projets avancent. Et des fois, on observe quand même une complexité et une longueur dans les délais qui suivent ces instructions-là, qui peuvent décourager en fait ce développement-là. Donc voilà pour ma perspective. Merci Jeanne pour ce dernier mot de conclusion en demi-teinte, même si la coopération voilà, est une vraie force. Alors, on va pouvoir entamer notre session de questions-réponses. Je vous invite tous à mettre vos questions dans le chat. Voilà, vous mettiez vos questions. Moi, je vais poser voilà, une ou deux petites questions à nos intervenants. Alors, peut-être pour revenir voilà, sur la géothermie profonde, là où on s'en était arrêté. On a parlé à un moment de sismicité, à la fois dans les projets, par exemple, de Balmat en Belgique, mais aussi le récent projet de Vendenheim en France. Et finalement,
Estelle, Jeanne, quelles ont été les conséquences pour les filières dans chaque pays? Quel retour d'expérience on en a tiré? Quelles évolutions réglementaires éventuellement? Ou quels freins au niveau acceptabilité ou quels leviers actuellement pour lever ces freins? Estelle Oui, je peux ou Ouais, Jeanne, tu étais qui peut prête, commencer? vas-y Jeanne, tu étais prête à répondre. comme tu préfères. Non, alors là, en l'occurrence, tu as cité le projet de Vendenheim et Léonore, mais moi, je voulais quand même rappeler que la sismicité induite, c'est très intrinsèque à ces réservoirs-là, et il y en a eu avant, hein, il y a eu les cas de Sousse en 2000 et en 2003. Alors, je pense que Vendenheim a marqué les esprits parce que c'était un événement avec une magnitude forte. Ça, pareil, c'est un sujet, c'est qu'aujourd'hui, on essaie, nous, dans la communauté, de plus forcément raisonner en termes de magnitude, mais en termes de mouvement de sol. Mais bon, on va garder ce terme-là. Donc ça, c'est des événements, que ce soit sous Vendenheim, qui ont eu lieu pendant des phases de développement des puits. Il y a aussi plus récemment eu des événements à Rittersofen pendant la phase d'exploitation qui ont été ressentis. Et bon, il en a découlé le guide des bonnes pratiques avec tout un tas de traffic light systems, d'arbres décisionnels qui sont mis en place si les événements se déroulent, comment les opérateurs doivent réagir, et ça aide aussi les autorités à prendre des décisions. Mais moi, ce que je pense d'un point de vue, en tout cas, acceptabilité pour les populations locales, c'est que je pense que très souvent, la communication, elle se réduit à la promotion d'un projet plus que de la filière de manière générale. Et donc, en fait, ça peut mettre de côté l'engagement des citoyens, et on se retrouve avec des communications, en fait, qui sont, enfin, une approche qui est très descendante, c'est-à-dire qu'il y a l'opérateur qui porte son projet, et puis les parties prenantes qui sont les populations locales ou les politiques locales sont pas forcément emmenées dans ce développement dès le départ. Et des fois, ça peut créer de la méfiance puisqu'on en revient à faire des communications finalement techniques qui sont assez simplifiées, qui tournent très, très autour d'un projet en particulier ou d'un contexte en particulier. Et donc voilà, et je pense qu'il y a de plus en plus en fait de recherches autour de ces sujets-là, de comment impliquer les populations locales. Il y a des projets, bon là ça va être du côté allemand, mais on va dire que dans le bassin rhénan, la frontière, enfin le réservoir est le même d'un côté ou de l'autre de la frontière, où on voit qu'il y a des initiatives participatives en fait, avec des projets menés sur le campus de Karlsruhe, où les gens, finalement, ont des dispositifs de suivi, les Raspberry Shell, de suivi de la sismicité chez eux, et ça permet d'établir des dialogues éducatifs, ouais, et un peu plus transparents. Voilà. Tout à fait. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Jeanne, effectivement, ce genre d'événement, de toute façon, passe les frontières, hein. On l'a vu aussi, hein, Vendenheim a eu aussi des effets en Belgique, indépendamment de Balmat. C'est encore un peu tôt aussi pour parler vraiment de conséquences et d'adaptation réglementaire par rapport à tout ça, mais effectivement, les opérateurs en Flandre ont géré ça avec un maximum d'études et de densité, par exemple, du réseau de sismomètres. Il y a eu aussi, je pense que c'était inspiré du cas français, un traffic light system qui a été mis en place. Je sais qu'Ineris a participé à pas mal d'études de ce côté-là. Il y a eu toute une série d'ajustements opérationnels immédiats qui ont été réalisés, et une communication proactive qui a été lancée avec les riverains, avec une série d'actions. Évidemment, le site web public, donc avec le Traffic Light System en temps réel publié pour que les gens puissent vraiment voir en direct ce qui se passe. Des réunions locales, les points de contact directs pour les habitants, des visites guidées du site aussi, ils ont investi les scolaires, etc. Je sais que les autorités locales ont été aussi intégrées systématiquement aux décisions et des briefings concernant l'état et l'évolution du site. Donc, il y a eu un gros travail de communication de fait. Maintenant, je ne connais pas vraiment le retour exact de la population et de l'acceptabilité sur place. Mais en tout cas, voilà, le maximum a été fait pour que ça évolue dans le bon sens. En attendant, voilà, il y a les dernières nouvelles, c'est qu'il y a une campagne de sismique 3D qui a été réalisée pour essayer vraiment de bien comprendre tout ce qui se passe sur le site de Moldessel et pour cartographier les failles en profondeur et comprendre un peu mieux la géométrie du réservoir. Donc voilà. Mais effectivement, je sais que tout ce qui s'est passé dans le fossé rhénan a servi de base pour travailler côté belge aussi sur les actions à prendre dans ce genre de cas. Voilà. Merci à toutes les deux, et on voit bien là l'importance de ces échanges aussi transfrontaliers sur ce genre de thématiques. Bien On a sûr. eu quelques questions dans le chat. Donc, une question de Laetitia Tenis.
Quid de la position de l'Europe sur la géothermie? Y a-t-il une intention de voir ce procédé se développer dans les pays de l'Union? Peut-être la parole à Quentin sur ce volet-là? Oui, je pense que, enfin, il y a un soutien de l'Union, il me semble. Est-ce que c'était au tout début d'année ou fin d'année dernière avec un texte extrêmement important de la Commission demandant aux États membres de se saisir du sujet de la géo et de le développer. Euh, euh, je avec un but de simplifier et d'aider au développement, enfin simplifier code minier, développement, subvention. Je pense qu'en France, je ne sais pas trop si ça peut faire écho parce qu'on est déjà assez avancé au niveau de la réglementation et des subventions. euh, euh, et que c'est plutôt pour aider au développement dans les autres pays un peu plus à la traîne. Typiquement, pour avoir discuté encore récemment avec l'EGEC, qui est l'équivalent de la FPG, mais au niveau européen, Philippe Dumas, son secrétaire général, quand il va parler à des organisations et à des institutions dans d'autres pays, il prend le cadre réglementaire de la GMI comme étant un excellent exemple à développer ailleurs. Donc je ne pense pas qu'on puisse saisir des bonnes volontés de l'Union européenne pour faire encore avancer plus euh, mais en tout cas, elle soutient le développement ailleurs. Et pour autant, il y a d'autres pays en géo de surface qui sont extrêmement encore plus avancés que nous, évidemment. L'Allemagne, la Suède, la Suisse aussi, en dehors de l'Union, mais pas très loin. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, peut-être vite fait. Donc, il y a un plan d'action de géothermie évidemment, qui est en préparation au niveau européen, effectivement. Un plan d'action pour la géothermie, je crois que c'est des choses qui vont se développer dans les mois qui viennent. En tout cas, c'est un sujet qui est en train de monter en puissance au niveau européen. Merci à tous les deux. Effectivement, en tout cas, c'est une vraie volonté de l'Europe d'aller dans cette direction-là. Autre question de Ecapol. Bonjour et merci pour ces interventions très intéressantes. Existe-t-il un schéma directeur de surface de la demande de chaleur dans les 3 régions en Belgique? Plusieurs collectivités françaises ont réalisé ce type de schéma, par exemple Hauts-de-Seine, afin de coordonner la création de réseaux de chaleur pour faire le lien entre ressources sous-sol profondes et demande en chaleur. Alors, Estelle peut-être? Attends, je relis la question. Existe-t-il un schéma directeur de la surface de la demande de chaleur dans les 3 régions en Belgique? Qu'est-ce qu'on entend par schéma directeur ici? Éléonore, à ton avis? Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc peut-être qu'il a la réponse. Oui, bah voilà, Oui. si la personne Alors, veut. Je sais pas, Julie, si tu attends, peux donner la parole à Nicolas. je pense que c'est bon. Nicolas, il faut que tu actives ton micro maintenant. Juste, mais tu dois pouvoir l'ouvrir. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Super. Ouais. Je voulais juste répondre brièvement à cette question. Donc, à mon sens, on parle des stratégies chaleur qui peuvent être faites à des échelons régionaux ou communaux. Et pour ça, oui, la Belgique suit les prescriptions européennes avec la directive d'efficacité énergétique. Et donc, fait sa stratégie chaleur à l'échelon régional tous les 4 ans. Et puis, on sait qu'en Flandre et à Bruxelles, notamment, il y a des stratégies chaleur communales qui ont déjà été faites et qui identifient effectivement les hotspots où il faudrait développer la géothermie. En Wallonie, ça débute, c'est un peu plus en retard, disons, par rapport à la Flandre, mais c'est en bonne voie aussi. Merci Nicolas. Merci. Avec plaisir. Et du coup, on va enchaîner sur une question de Nicolas, pour le coup. Sur la base de ce rapide échange, quels seraient les conseils des experts français pour développer massivement la géothermie superficielle en Belgique? Quelles sont les éventuelles lessons learned françaises que vous avez évaluées et qui seraient utiles à la Belgique dans ce marché en développement? Quentin, je pense que c'est pour toi cette question.
Ouais, mais Mathieu connaît bien aussi la Mm. réglementation française et pour savoir ce qui manque. Je vais peut-être reprendre juste à l'instant ce que j'ai dit de l'exemple de Philippe Dumas de l'EGEC, qui disait que la simplification de la GMI était bonne à répliquer partout. Et en fait, son message, c'était surtout de dire qu'il fallait permettre de faire des systèmes déclaratifs. Enfin, c'était ça, quoi, qu'il fallait pouvoir cartographier en débloquant certaines zones à la déclaration et évidemment en restreignant sur certains critères, euh, euh, en restant de la demande d'autorisation classique. Je veux rajouter juste Merci. un point. Effectivement, c'est un exemple assez intéressant, la GMI. Il y a quand même un défaut, je trouve, dans le système français, c'est qu'on passe un peu du coq à l'âne, on passe de la GMI à Ouais, directement Mm. le il y col a un gouffre, minier. un gouffre. On est quand même capé à 500 kilowatts de puissance, à 200 mètres de profondeur. Et directement après ça, si je suis à 501 kilowatts de puissance, je tombe sur le code minier. Là Ouais, où en Belgique, alors encore une fois, c'est régionalisé, donc chaque région fait sa stratégie en termes de réglementation, mais on est sur des choses qui sont un peu plus entre deux, mm, avec des systèmes quand même déclaratifs, notamment pour la géothermie sur sonde, mais plutôt des autorisations sur la géothermie sur nappe. Donc je pense je trouve ça intéressant de regarder ce qui se passe en France, et notamment si la géomie fonctionne bien et permet le déploiement de la géothermie, d'essayer d'abaisser les niveaux de contraintes réglementaires de manière générale, et avoir des approches plus pragmatiques pour tirer plus vers un mode, on va dire, GMI, mais peut-être aussi en gardant quand même les spécificités, les risques géologiques propres aux régions belges. Euh, voilà, je pense que c'est un très bon exemple, mais il faut quand même aussi l'applicabilité en Belgique doit aussi être doit se faire de manière un peu intelligente, smart, si je puis dire. Et du coup, moi, je Merci. voudrais juste rebondir sur quelque chose si j'ai un tout petit peu de temps, parce Mm. que du coup, je me pose une question pour vous deux sur la partie surface. Est-ce que pour vous, la simplification finalement de l'aspect réglementaire, il est plus important pour pousser ce développement que le soutien financier? Parce que je pense que dans la géothermie profonde, là où j'en viens à mon point, c'est que je pense que dans la géothermie profonde, j'ai un peu conclu sur la complexité de tout ce qui est procédure réglementaire. Mais le financier, enfin, le risque financier reste quand même très élevé. Et je pense que sans les soutiens financiers, enfin, la simple simplification du cadre réglementaire ne suffirait pas à cette massification, si on peut dire ça. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez pour la partie surface. ouais, je suis de ton avis complètement. Donc, On arrive les gens, à travailler nos coûts, à avoir des subventions, à avoir des gens qui réfléchissent plus en coût global et sur du 15-20 ans plutôt que sur du 5-7 ans. mm, Avoir une taxe carbone, avoir tous les systèmes qui permettent de rendre le système. Et l'ADEME l'analyse très bien et le publie fréquemment avec des analyses LCOE, le Leverage Cost of Energy, donc mm. vraiment intégrer coût global, CAPEX, OPEX, exploitation, maintenance et durée de vie des systèmes. Et évidemment, on en est tous convaincus autour de la table, c'est les meilleurs. La géo, qu'elle soit de surface ou profonde, peu importe, le fait d'aller chercher de l'énergie gratuite dans le sous-sol, ça rend tous les systèmes les plus économiquement intéressants, mais sur le long terme. Et donc, tout ce qui va faire baisser ça, le tiers financement est une bonne solution. Mais réglementairement, on y travaille, on essaye de pousser un peu les curseurs de la GMI. Moi, j'aime bien challenger aussi nos voisins européens. Alors, on ne vous a pas trop entendu là-dessus, sur cette définition, mais on avait pas mal discuté avec les Suisses pour qui la notion de surface profonde, elle est pas à 200 mètres. Chez nous, elle est à 200 mètres parce qu'il y a cette GMI qui l'a calée. Mais en fait, euh, Mathieu, tu nous questionnes sur le système de 501 kg, mais la sonde de 230 mètres, euh, voilà. Jusqu'où les Suisses, ils vont à 400, 500, 800 mètres sans trop de problème. Donc oui, j'attends pas trop du déplafonnement de la GMI et de la simplification réglementaire pour booster mais tout l'accompagnement économique. Euh, Oui, merci. Je pense que je voulais ça a rebondir aussi bien. sur ce que disait Quentin hyper vite.
Oui, qu'en fait, en Flandre, et je pense que c'est le cas à Bruxelles aussi, dans tout ce qui est nouvelle construction, en fait, il y a des obligations de rencontrer dans tous les nouveaux bâtiments une part d'énergie renouvelable qui est très importante. Et en fait, on voit que dans tout le secteur de la nouvelle construction, la géothermie trouve sa place. Et que peu importe les subventions, finalement, c'est quelque chose en milieu urbain. Bah, finalement, les panneaux solaires, enfin, les panneaux photovoltaïques ont une certaine possibilité d'être installés, mais on ne peut pas aller au-delà. Et en milieu urbain, en fait, la géothermie, ça se trouve assez rapidement une solution. Et on voit que en dehors du fait qu'on n'ait pas d'incitant, dans ces régions, la géothermie de sonde se développe très vite et très bien, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'incitation. Donc voilà, par contre, pour rebondir à ce que disait du coup Jeanne, moi je trouve que c'est vrai que la partie facilitation au niveau des permitting, l'accélération des procédures, je mettrais ça en premier avant, pour la géothermie peu profonde en tout cas, en premier avant le côté subvention. Et je rejoins Jeanne sur la géothermie profonde, effectivement sans incitant et sans aide. Par contre, la géothermie profonde, ça reste beaucoup plus compliqué à développer, quoi. Voilà, c'était juste pour mettre ce petit point en plus. Voilà. Merci à tous les 4. On a encore 2 questions dans le chat, donc on va essayer de... Ah oula, même, attendez. On en a encore quelques-unes. Donc on va essayer de les balayer très rapidement. Une question de Nicolas Bellon. Bonjour, la pratique des puits à colonne permanente est-elle courante en Belgique? Je pense que c'est pour la géothermie de surface. Mathieu? C'est pour moi. Non, elle n'est pas courante. En Belgique, elle n'est pas courante. En Europe, elle n'est pas courante dans la plupart des pays du monde. C'est une solution qui existe dans certains pays, je pense en Amérique du Nord, entre autres, mais qui est très particulière étant donné qu'elle c'est un hybride, pour résumer rapidement la chose, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. C'est le puits à colonne permanente, c'est un forage, c'est un puits, finalement, relativement profond, avec une exploitation dans ce puits et une réinjection dans le même puits. Donc on va jouer sur la verticalité, d'avoir un flux thermique voilà, entre la production et la réinjection, mais au sein même du même puits, et avec une distance assez forte entre le point d'injection, le point de pompage et le point d'injection. Donc c'est des puits qui sont souvent de plusieurs centaines de mètres, potentiellement 500 mètres. C'est quand même des solutions qui sont relativement limitées en termes de puissance, qui sont relativement onéreuses aussi, qui peuvent avoir du sens vraiment si on ne sait vraiment pas faire de la géothermie ouverte conventionnelle, si on sait vraiment pas faire de la géothermie fermée sur sonde conventionnelle. Voilà, dans un certain cas de figure très particulier où il y a une très forte contrainte foncière, ça peut trouver sa place, mais à des coûts, à des capex qui sont voilà, un coefficient X fois ce qu'on aurait payé sur une géothermie normale, conventionnelle. Donc tout ça explique que c'est pas répandu. Il y a un projet actuellement au niveau d'un des bâtiments du Parlement européen, avec le bureau études Artesia, entre autres, qui travaille sur cette question-là, et voilà, avec une approche de valorisation d'un puits de géothermie ouverte non productif, donc qui est relativement suffisamment profond pour imaginer faire du PCP, du puits à colonne permanente. Donc voilà, donc dans une approche de valorisation d'un puits non productif, ma foi, pourquoi pas, ça peut être une chose intéressante et dans tous les cas un projet à suivre en termes de R&D, même si j'ai du mal à imaginer qu'il soit scalable en termes de déploiement massif, si c'est ça dont on parle chez nous. Merci pour ta réponse très complète, je pense, Mathieu, sur ce sujet. J'ai encore 2 autres questions et un message. Existe-t-il des études empiriques permettant d'évaluer l'impact positif ou négatif des nombreux soutiens à la GMI sur les prix des fourrages en France, qui semblent significativement plus élevés qu'en Belgique? Alors, qu'en dit Quentin? Ou Mathieu éventuellement? La réponse courte, c'est à ma connaissance, non. Il n'existe pas d'études de lien entre la réglementation GMI et les coûts. Vu qu'on a dépassé un peu le créneau, on va peut-être s'en contenter de Ouais, la voilà, réponse on va courte. s'en tenir à ça. Je partage. Et il y avait une dernière question. À l'heure actuelle, les projets de géothermie ne sont pas facilement économiquement viables sans subsides ou fonds de garantie. À plus long terme, dans quel contexte peut-on espérer pouvoir se passer de subsides?
Ça, Ah, ça, c'était quelque chose qui avait été étudié par les GIEC, tu sais, entre la différence entre un marché juvénile et un marché en croissance et un marché mature. On dit que tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de maturité au niveau du marché, on n'est pas capable de se passer de ces aides. Typiquement, si on prend le cas du bassin de Paris, pour moi, c'est un marché qui est quasi presque mature, mais est-ce que justement, côté bassin de Paris, Jeanne, tu verrais des projets se développer sans aide ou voilà, enfin, je reprends un peu cette classification de l'EGEC qu'on avait eue à un moment donné qui proposait vraiment de soutenir la filière jusqu'à la maturité du marché. Mais voilà, est-ce que Jeanne, tu as quelque chose Alors, pareil, je vais essayer de faire une réponse rapide. C'est que n'ayant jamais été réellement impliqué du côté opérateur dans ces projets-là, j'aurais pas vraiment la réponse. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui seraient plus aptes à répondre quand ils sont chez les opérateurs. Donc, je pense que voilà, on va se contenter de ça, à moins que Quentin veuille rajouter quelque chose. Moi, je rajouterais peut-être simplement que si on prend l'exemple du bassin parisien, les projets sont soutenus par le Fonds Chaleur, mais ce qui est aussi vrai pour la biomasse ou d'autres ENR en fait. Et de fait, il ne faudrait pas créer une distorsion de marché où un marché, parce qu'il est suffisamment mature, n'est plus soutenu par rapport à son autre marché. Enfin, je pense qu'il faut voir ça, cette question-là aussi, dans certains cas, plus globalement. Il y a une question de maturité, puis il y a une question de quelle filière en fait on veut soutenir pour globalement décarboner la France ou décarboner la Belgique, voilà, qui dépasse simplement une question de, voilà, de rentabilité financière. Voilà pour un aspect très rapide. Et je vous passe un dernier message à tous de la part de Loris Piola de Géoressources. Donc, nous souhaiterions, avec le laboratoire Géoressources, donc qui est à Nancy, monter un LabCom pour l'exploration géophysique en géothermie profonde, afin notamment de dérisquer les opérations de forage et d'exploitation pour les acteurs et actrices de la géothermie intéressés. Voilà, donc je ne vais pas m'appesantir sur cette... mais ceux qui sont intéressés peuvent contacter Géoressources et Loris Piola pour en savoir plus. En tout cas, merci à toutes et à tous. Il est déjà 14h15. Merci à ceux qui ont réussi à tenir jusqu'ici. Vous êtes encore 34, donc vous êtes encore très nombreux. Et un grand merci à nos intervenants et intervenantes, Quentin, Mathieu, Jeanne et Estelle, pour la richesse de tous ces regards croisés et la clarté de vos interventions. Merci à l'AFPG pour la mise à disposition de la plateforme du webinaire. Et voilà, ce temps d'échange nous a permis quand même de mieux comprendre les dynamiques de la géothermie en France et en Belgique, de voir des complémentarités, mais aussi voilà, certains défis que nous partageons. Ce qu'on voit, c'est que les ambitions convergent pour que la géothermie soit une solution durable et structurante pour nos territoires, même si on est tous à des degrés de maturité un peu différents. Chez Wing, on croit à la force des réseaux et que c'est chouette d'avoir ces dialogues transfrontaliers et ces coopérations. Et on espère vous revoir tous bientôt pour des prochains webinaires sur la géothermie sans frontières ou d'autres sujets. À très bientôt. Et merci à toi, Éléonore. Merci. Oui, merci, Éléonore. Merci. Merci à tous et au revoir.